Alors, bonjour à tous, merci d'être là pour ce rapide petit retour d'expérience sur bit.dev, qui est un outil que j'ai mis en place dans mon ancienne mission. Je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Lucille Moise, j'ai 27 ans et je suis développeuse chez Serly. C'est une entreprise qui est située à Poitiers, près du Futuroscope. Je ne suis pas très active sur les réseaux sociaux, mais si vous voulez venir me parler, même que ce soit donc, sur les réseaux sociaux ou sur directement la conf, il n'y a aucun problème. Alors, avant de commencer à vous expliquer un petit peu tout ce qui est bit.dev, je vais vous expliquer l'historique de la situation dans laquelle j'étais au moment de sa mise en place. Alors, il faut savoir que du coup, ma mission se situe dans une assurance qui en fait possède un site qui va permettre aux utilisateurs, donc les clients et futurs clients, de faire des parcours de souscription, de simulation, des demandes de devis, des formulaires de contact, etc. Avec un objectif principal, du coup, avoir une expérience homogène tout au long du parcours. Donc me voilà catapulté dans la team front, qui sera en charge en fait de 6 applications, qui sont en fait les applications qui correspondent au site. Donc on a environ 5 ou 6 développeurs. Et donc en fait, on va vite se rendre compte qu'entre ces différentes applications, il va y avoir certains deltas. Donc par exemple, certaines applications vont utiliser une certaine librairie UI et d'autres une autre. Et on va également avoir des deltas entre les versions de React qui sont utilisées, puisque les applications sont en React. Je vais vous montrer un petit exemple rapidement des différences en fait, qu'on obtient dans les différentes applications. Donc ça, c'est pour les boutons. En vrai, jusque-là, ça va à peu près. Mais pour certains composants, ça va commencer à se corser. Et là, on va commencer un petit peu à s'arracher les cheveux, puisque du coup, on va avoir des retours du marketing et du métier qui vont nous dire là, il y a un petit manque d'expérience, est-ce que tu peux changer tel border radius sur tel bouton, etc. Et en vrai, c'est sur 6 applications différentes, ça nous fait un assez grand nombre de tickets à gérer. Ça va être des petits tickets, mais des tickets principalement CSS, ça ne nous intéresse pas trop, parce que malgré ce qu'on peut penser, on n'a pas que ça à faire que de faire du CSS, même dans une team front. Donc, le nerf de la guerre, ça va être cette expérience homogène. Qu'est-ce qui va définir en fait cette expérience homogène? Il va y avoir 2 choses. Il y a la charte graphique et le fonctionnement. Par exemple, si je vais valider un formulaire, mon alerte, elle va être toujours au même endroit. Comment est-ce qu'on peut régler ce problème-là? On arrive rapidement à une conclusion, ça va être de faire une bibliothèque de composants. Alors c'est un problème qui est assez classique. Et lorsqu'on soumet en fait cette idée à l'entreprise, on va rapidement se confronter au problème du « ouais, on n'a pas le temps, ça va coûter trop cher, etc. » Mais ce problème-là ne va pas durer très longtemps, parce qu'en fait, on va devoir créer une nouvelle application, donc on a une demande d'une nouvelle application qu'il va falloir qu'on mette en prod très rapidement. Donc il faut qu'on la développe vraiment très rapidement. Et pour cette application-là, il faut un rappel à un UX qui va un peu débloquer la situation, puisqu'il va nous demander de créer une bibliothèque de composants pour lui faciliter la tâche. Donc partie 2. Donc là, nous voilà embarqués pour aller créer notre bibliothèque de composants. On va un petit peu lister nos besoins pour savoir exactement de quoi on a besoin. Alors, voilà notre petite liste au Père Noël. En tier 1, une mise en place rapide, parce que comme je vous l'ai dit, l'application qu'on va devoir construire, il faut qu'elle parte très rapidement en prod, donc on ne va pas avoir le temps de perdre du temps avec la configuration, etc. La collaboration, on a environ 6 devs, donc il ne faut pas qu'on puisse marcher dessus, etc. Également une visualisation des composants pour tout ce qui est UX, métier, etc. Et ensuite un import des composants dans les différentes applis. Tier 2, alors oui, j'ai mis la documentation ici parce que là, clairement, on est vraiment dans l'urgence. Mais c'est vrai qu'on aurait pu le mettre également dans Tier 1. Prise en main rapide, puisqu'en fait, du coup, sur la mission dans laquelle j'étais, il y avait un petit turnover quand même, on était tous en mission. Donc il fallait que les nouveaux puissent prendre en main la solution rapidement. Également, la rapidité de création de composants, toujours dans la même logique. Tier 3, alors là, on avait mis du versionning en Tier 3. En réalité, il n'est pas du tout en Tier 3. Enfin, si je devais le refaire aujourd'hui, je le mettrais en Tier 1, parce que vraiment, ça nous a pas mal sauvé la vie. Il faut également que les composants puissent être en React, en Vue, en Angular, puisque là, on est tous en React, mais on ne sait jamais, peut-être que ça peut changer plus tard.
et également le support de plusieurs versions React, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, nos applications ne sont pas toutes sur les mêmes versions de React. Donc là, on va faire face à deux solutions. Moi, il y en a une que je connais très bien et que je suppose que la plupart d'entre vous connaissent, c'est Storybook. C'est une solution que j'avais déjà mis en place auparavant dans une précédente mission. Je sais que ça marche, donc je lui fais confiance. Le petit souci, ça va être peut-être au niveau de la configuration, où parfois ça peut prendre un peu de temps, c'est un petit peu laborieux. Il y a Sarah qui a fait une conf sur Storybook, si vous voulez aller la voir, elle était très bien. Ensuite, on se rend compte qu'il y a un autre outil qui existe, dont on n'a jamais entendu parler, qui s'appelle bit.dev. Donc là, on a un petit peu nos deux solutions différentes. Et ce qu'on va décider de faire, c'est de splitter notre team en deux et de faire un petit peu un fight de solutions à base de POC. C'est assez impressionnant. Et si je suis là pour vous en parler aujourd'hui, c'est que, évidemment, c'est bit.dev qui a gagné. Et ça, principalement pour des soucis de rapidité de mise en place. Alors, pour le fonctionnement. Voilà un petit peu le credo de bit.dev. Ça va être Build Anything in Component. Donc, ça veut dire pas mal de choses. En fait, pour eux, les composants, donc ça peut être aussi bien des composants graphiques, donc comme là, nous, on l'avait fait au tout début, et ça peut être également, par exemple, un state manager, vous pouvez le faire en composant. Votre thème, vous pouvez le faire en composant. Et c'est super rapide. On a également du versionning en arbre. Alors, donc, ça veut dire que, par exemple, si j'ai un composant A qui dépend d'un composant B, si je mets le composant B à jour, donc j'augmente sa version, le composant A va être aussi également mis à jour. Donc on a un client avec version manager, donc comme NVM, sauf que là ça s'appelle BVM. Il dispose également d'un cloud, donc qui a été très pratique pour nous. Il y a tout un système de workspace, scope, env, etc. Au début, on ne sait pas trop à quoi ça sert, et en fait, on va se rendre compte que c'est quand même assez puissant. Et donc une partie documentation, heureusement, qui est là. Alors voilà un petit peu à quoi ressemble la mise en place de bit.dev, donc de bit tout court. Donc là, en fait, première chose qu'on a eu à faire, c'est installer bit sur nos machines, donc avec BVM. Rien de bien compliqué, ça a été très rapide. On a créé notre compte sur bit.cloud, du coup. On a pu se loguer à ce compte, du coup, via la ligne de commande. Ensuite, on a créé notre petit workspace. Donc, vous voyez, rien de bien sorcier. Et également, la création de notre composant, donc toujours avec le nom de notre composant, et du coup, le scope qu'on lui a défini. Hop. Alors, là, on va passer à la petite démonstration. Donc, voilà ce qu'on obtient, en fait, quand on, du coup, crée un composant en bit, du coup. Donc, il faut savoir que c'est du TypeScript, forcément. Alors, ici, du coup, j'ai mon petit composant. Hop. Rien de bien sorcier, j'ai juste fait un truc, un bouton de navigation. J'ai également, du coup, mon fichier de spec, donc les tests. Là, ça va être la partie un petit peu plus importante. Donc, on a une partie doc, où on va pouvoir définir plusieurs choses. Je vais vous montrer à quoi ça correspond derrière. Et une partie composition. Alors, pour la partie composition, c'est un truc assez classique. On connaît tous un peu ça sur Storybook. Donc, voilà à quoi ça correspond. En fait, je vais définir les différents états dans lesquels mon composant peut être. J'y ai accès également via la preview. Donc ça, c'est comme sur Storybook. Pour ce qui est de la partie doc, donc à l'intérieur, en fait, on peut faire description. Là, il y a un petit texte qu'on peut mettre également pour expliquer l'utilité du composant. Et ici, en fait, j'ai mon JS et JS Live. En fait, ça va correspondre du coup à ce que vous avez vu plus tôt. Donc, c'est deux choses-là. En fait, sur le premier, ça va être un JS pur. Donc, du coup, en fait, on va juste voir comment le composant est utilisé. Et du coup, pour ce qui est du JS Live, en fait, ça va correspondre à une petite sandbox. Donc là, par exemple, si je supprime ma description, hop, on a directement le rendu en live. Ça permet en fait au dev de pouvoir un peu tester comment le composant réagit.
Donc en dehors de ça, on va avoir du coup tout ce qui va être dépendance. Donc par exemple, si je vais avoir mon composant qui va être intégré à un autre composant, etc., ça va être noté sur une petite map là. On a également du coup nos tests, les résultats de nos tests, et du coup pour la partie pour les devs, la petite documentation. Donc là vous avez remarqué, en fait je suis sur le cloud, donc j'ai déjà exporté mon composant. C'est pas bien compliqué, c'est juste en deux lignes de commande, un bit tag, potentiellement on peut du coup noter la version sur laquelle on veut mettre le composant, et un bit export. Et voilà, on se retrouve sur le cloud. Donc, hop, là je vais vous montrer rapidement. Donc après, du coup, pour pouvoir utiliser ce composant dans nos différentes applications, on voit que ça a été du coup mis sur des package managers, donc npm, yarn, pnpm et bit également. Et on peut également sélectionner la version du composant. Voilà, donc là on voit il y a la @02. Voilà de ce qui est l'utilisation de bit.dev. Après il y a plusieurs choses, on a accès au code, on peut également comparer les différentes versions entre elles, etc. C'est un outil qui est assez puissant. Hop, je reviens là. Donc actuellement, pour nous, c'est une solution qui nous a permis de créer notre application très rapidement et de développer la bibliothèque de composants dont on va servir dans toutes nos applications derrière. Ça a été assez rapide en vrai, je pense qu'on l'a réalisé en 2 semaines, il me semble, presque un sprint. Voilà, très rapide. C'est actuellement une solution qui tourne en prod. Et on n'a eu aucun problème là-dessus. On a eu des petits problèmes au tout début parce qu'il faut savoir que c'est un outil qui est assez récent et du coup ils ont fait quand même pas mal de changements. Au tout début il manquait quelques petites choses et du coup on a un petit peu tâtonné sur la solution. Hop. C'est une solution également qui a permis aux nouveaux arrivants en fait, de monter en compétence très rapidement dessus. Parce que vous l'avez vu, c'est vraiment pas compliqué, c'est un peu du niveau de Git, c'est tag, export, et puis c'est parti. Donc c'est un outil qui cesse d'évoluer, comme je vous l'ai dit. Il y a une nouvelle version là, qui est arrivée il y a 1 semaine ou 2 semaines, quelque chose comme ça, qui va justement supporter les différentes versions de React. Donc on peut créer en fait des environnements React pour aller dire, bon bah voilà, mon composant, il va être dans telle version de React, etc. Il supporte également maintenant Stencil. Donc voilà, c'est un outil qui est vraiment en constante évolution. Et ça nous a permis également de voir une utilisation plus large en fait. Donc aujourd'hui, on l'utilise plus que pour une bibliothèque de composants graphiques. On l'utilise également pour d'autres choses, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec du set management, etc. Quelques petits conseils maintenant. N'attendez pas de vous retrouver dans un cas comme on était nous. Essayez d'anticiper en fait quand vous voyez que vous allez avoir un problème dans ce style-là. Vraiment, attendez pas avant de mettre en place une bibliothèque de composants, mais que ce soit sur Storybook ou sur bit.dev, peu importe, mais vraiment n'attendez pas. Prenez le temps d'analyser vos composants. C'est important, nous c'est quelque chose qu'on a dû faire nous-mêmes. Je sais que dans certaines équipes, ça peut être des designers, etc. qui vont le faire. Nous, on l'a fait nous-mêmes, donc on a un peu comparé tous nos composants, etc. pour en fait savoir comment l'implémenter correctement un peu dès le premier coup. Ça arrive rarement, mais on essaye. Prenez exemple sur bit.dev, ils sont très actifs en fait sur tout ce qui est forum, etc. Donc coucou Stack Overflow. Ils sont également présents sur Twitter, etc. Donc n'hésitez pas à prendre exemple sur eux. Ils utilisent beaucoup en fait leurs propres solutions et c'est quand même un avantage parce que du coup ils vont mettre en place leurs propres bonnes pratiques, etc. Et c'est vraiment un plus. Ensuite, n'hésitez pas à demander de l'aide à bit.dev directement. Comme je vous l'ai dit, nous au début, ils étaient un petit peu dans leur première version et il y a parfois on a eu des petits cafouillages et du coup on leur a demandé rapidement et ils nous ont répondu vraiment très rapidement et de façon très claire et ils étaient vraiment très accessibles. Et enfin, le versionning, c'est trop chouette, parce que en fait, nous, ça nous a sauvé la vie. On avait vraiment beaucoup d'applications qui allaient en fait importer ces composants. Et du coup, voilà, il y a certaines applications où on a pu jouer un peu avec les versions, etc., le temps de tout monter. Donc voilà, c'était mon petit retour d'expérience sur le sujet.
Merci d'avoir été là. Et puis, si vous avez des questions, je reste toute l'après-midi dans Devoxx, donc n'hésitez pas. Merci.